marché du lait issu de la production en agriculture biologique. Donc ce matin, pour cette présentation, on a réuni donc présentation co-organisée entre la Chambre régionale d'agriculture et la coopération agricole régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et autour de la table, on a réuni donc Alain Plan du CRIEL Sud-Est qui nous présentera la production laitière, une comparaison entre le bio et le conventionnel en ce début d'année. Et puis en fin de réunion, un petit peu la présentation de la stratégie France Terre de lait. Nous avons aussi Bastien Boissonnet du Cluster Bio qui nous fera une vision du marché, de l'état du marché donc des produits laitiers et de l'agriculture biologique. Et nous aurons le témoignage donc, de 3 structures économiques. Donc avec au niveau de Biolait, Christian Ville, donc administrateur de Biolait, Sébastien Courtois, administrateur de la coopérative Sodial Union, et le monsieur Philippe Laurin, directeur de la SICA de l'accueil. Écoutez, donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de la présentation soit en faisant un mail à Thibaut de la coopération agricole ou à mon intention, donc fabiensevin@chambragri.fr. Et cette présentation est enregistrée, donc on pourra aussi vous envoyer le replay. Donc pour pouvoir poser des questions, il y aura différents temps pour poser vos questions, et vous pouvez envoyer par SMS, donc un SMS à Thibaut Peuclet, donc au 06 09 28 92 48 pour poser vos questions, et de toute façon son numéro sera présenté sur différentes diapositives. Et je vous propose donc de démarrer avec Alain Plan du CRIEL pour l'introduction sur la place de la production laitière en France et dans notre région. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la place de la production du lait bio dans notre pays et plus particulièrement dans notre région. Donc sur cette première diapositive, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive la courbe d'évolution de la collecte laitière biologique au niveau national. Cette progression positive s'est accélérée très nettement à partir de 2017, et on voit que la pente se relève très fort de 2017 à 2020. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez l'histogramme qui montre la répartition mensuelle de cette progression, et qu'on voit sur le premier trimestre 2020, on est toujours sur des croissances à 2 chiffres avec 14-15%. Et au mois de mars, on a une estimation qui va être de l'ordre aussi de plus 15%. Donc une collecte très dynamique au niveau national. Sur nos bassins, donc sur la partie gauche de la diapositive, le bassin Auvergne-Limousin, et sur la partie droite, le bassin Sud-Est, on voit qu'on a ces mêmes progressions, avec une accélération en 2018, plus forte d'ailleurs côté Auvergne que côté Sud-Est. Mais à partir de 2018, on a une vague de conversion qui deviennent entre guillemets opérationnelles, et on a atteint donc en 2019 le seuil de 6% de la collecte. 6% de notre collecte régionale se fait en lait biologique. C'est important, puisqu'il y a 7-8 ans en arrière, on était à 1,5%, quelque chose comme ça, si mon souvenir est bon. Donc même si la collecte biologique reste minoritaire, le phénomène de croissance est réel. Donc voilà pour cette diapositive-là. Sur cette diapo-là, on a essayé de regarder quels pouvaient être les effets de la crise Covid sur les premiers mois de l'année 2020. Donc au plan national, la collecte laitière bio a continué à évoluer de manière positive sur les 4 premiers mois de l'année, même sur le mois d'avril, qui est le mois où le CNIEL a mis en place le dispositif d'accompagnement
de la baisse des volumes. Donc on peut penser que dans l'absolu, ce dispositif n'aura pas eu d'effet sur la production biologique. Et puis sur la partie basse de la diapo, on a l'histogramme des prix avec un prix mensuel qui est venu se caler en avril au même niveau où il était en 2019, avec une évolution à peu près dans les mêmes proportions que ce qu'on a constaté en 2019. Donc on ne peut pas voir d'effet vraiment réel de la crise Covid sur le prix mensuel payé producteur en lait biologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des effets très importants, et notamment sur les maillons de cœur de filière ou d'aval ou de distribution. Sur cette diapositive-là, j'ai voulu vous montrer un peu les différences régionales qu'on avait sur la progression, avec la colonne de l'extrême droite de la diapositive, c'est la période des 4 premiers mois de l'année 2020 par rapport à 2019. Et on voit bien que les régions qui progressent le plus, ce ne sont pas les régions qui progressent le plus en les standards, hein, puisqu'on a la région centre avec 23, le Grand Est avec 19,8 par exemple, et Nouvelle-Aquitaine avec 17. Alors que les grandes régions comme Bretagne et Normandie sont sur des progressions plus basses. En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est à plus 10%, donc une dynamique importante, mais quand même plutôt dans le bas du tableau, hein, si je puis dire, par rapport aux autres régions. Alors peut-être qu'on avait pris aussi un peu d'avance en 2018 et en 2019, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un paysage national où les autres régions aussi progressent, et ce n'est pas forcément les régions les plus laitières qui progressent le plus en termes d'augmentation de la part relative de la production biologique dans la production standard. Merci Alain pour cette introduction. Je reprends la parole pour 2 diapositives. Donc simplement pour vous montrer un petit peu la dynamique des conversions au niveau des vaches laitières. Donc sur ce premier tableau au niveau national. Donc c'est des chiffres 2018. Les chiffres 2019 ne sont pas encore tout à fait compilés, mais les évolutions positives, puisqu'on voit qu'en vache laitière, on avait plus 9% par rapport à 2018 en certifié et 14% en plus en cours de conversion. La courbe est toujours positive en 2019 avec une évolution un peu moins importante, mais toujours une évolution très positive. Et sur cette deuxième diapositive, un zoom sur la région, où on voit que les 2 départements les plus dynamiques sont donc la Haute-Loire, avec 2500 têtes, 2500 vaches laitières en converties, et donc la Loire en premier avec 3000 quasiment 400, et donc 2400 sur la Haute-Loire. Donc maintenant on va voir avec Thibaut un petit peu la place des coopératives sur la région en lait biologique. Oui, bonjour à tous. Merci Fabien de me laisser la parole. Ça va être très rapide. C'était juste pour quelques chiffres pour se représenter la place qu'occupe le maillon de la coopération agricole au sein de la filière lait bio. 54% du lait est collecté en France par les coopératives. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de vous proposer en témoignage aujourd'hui des coopératives, entre autres. 15 coopératives et leurs filiales collectent du lait bio au niveau de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la 4e filière biologique sur le plan régional, quand on prend en compte les coopératives qui la composent. Donc 13% de nos COP certifiés bio au niveau de la région sont positionnés sur le segment du lait bio. En termes de chiffre d'affaires, 9% est la part occupée par le chiffre d'affaires des coopératives qui sont certifiées bio en lait sur le plan régional, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi l'ensemble des chiffres d'affaires biologiques, toutes filières confondues sur notre territoire, et avec une place très importante faite à la RHD, mais dans un contexte où la RHD n'est pas le seul débouché pour la filière lait bio. On en reviendra, je pense, plus particulièrement au niveau des questions.
Merci Fabien pour le passage de diapo. Quelques derniers chiffres également. Quand on s'intéresse particulièrement au marché, on constate que on a des pertes dues au Covid-19 au sein du périmètre coopératif, du moins. On considère une perte d'environ 31% sur le marché de la RHD, je viens d'en parler, hein, en moyenne sur le chiffre d'affaires. On a 47% sur celui de la vente directe. Et des surcoûts importants hein, dus au Covid en l'occurrence, notamment des surcoûts liés aux prestations de nettoyage et maintenance et au stockage, hein, respectivement plus 53 et 65%, et avec un comportement du consommateur, mais je pense que Bastien nous en reparlera davantage tout à l'heure, qui se replie sur les produits de première nécessité. Donc voilà, il y a un enjeu actuel, c'est les négociations commerciales sur les MDD hein, pour reprendre, on va dire, sereinement, entre guillemets, les activités post-confinement. Merci Thibaut. Donc avant de passer au témoignage des structures économiques, je ne sais pas si tu as quelques questions. Eh bien justement, pardon, j'avais coupé mon micro, je reprends, j'ai des problèmes de personnes qui ont des soucis pour écouter le webinaire. C'est les seules questions que j'ai actuellement. Je me demande si d'autres personnes ont ce problème-là. Voilà, j'ai pas vraiment de solution informatique à leur apporter à ce stade, mis à part le fait d'utiliser soit un kit main libre, soit de relancer la connexion. Je suis navré pour eux. Si je peux me permettre, quand j'ai quitté Internet Explorer pour prendre Google Chrome, j'ai résolu mon problème audio. Donc, peut-être que changer de navigateur peut aider. J'ai des collègues où j'avais demandé de se connecter et moi j'ai eu des SMS que ça fonctionnait plutôt pas mal. Ils sont sur quel navigateur tes collègues, tu sais? C'est pas Internet Explorer du coup? Je sais pas. Bon, écoute, si tu n'as pas de questions aux intervenants, on va passer à la partie témoignage. Donc sur des retours dans la façon dont la crise a été appréhendée par les différentes structures et les perspectives d'avenir. Donc on va démarrer avec donc Monsieur Christian Ville pour la structure Biolay. Si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est bon, c'est correct? Oui, oui. Très bien. Bon, bonjour, donc Christian Ville, je fais partie du conseil d'administration de Biolay. Donc, merci de nous accueillir. Voilà, donc pour resituer Biolay rapidement en quelques chiffres. Donc, on est un groupement de producteurs 100% bio qui rassemble 300 éleveurs sur 1300 fermes. Sur pratiquement toute la France, c'est-à-dire 74 départements, c'est presque tous les départements laitiers, sauf, entre autres, sur notre région sont concernés les départements 74 et un seul adhérent 73. Voilà. Donc, on a une collecte d'environ, qui est prévue cette année, de 310 millions de litres. Et on représente à peu près 30% de la collecte bio française. Sur la région Aura, plus particulièrement, donc on a à peu près 280 adhérents, c'est-à-dire 21% de nos adhérents, pour une collecte de 60 millions de litres, c'est-à-dire à peu près 19% de la collecte. Voilà. Donc comme c'est des fermes d'un petit peu plus petite taille que la moyenne nationale, voilà, mais pour retenir à peu près 20% de notre activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve au niveau des départements un peu la même répartition que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que où on a le plus d'adhérents, c'est sur la Loire, ensuite la Haute-Loire, le Rhône, et après on a des départements qui sont à peu près au même niveau, l'Ain, l'Ardèche, l'Isère, j'ai oublié le Cantal aussi, qui est voilà. Donc principalement comment on se situe. Voilà, donc nous on est acteurs depuis 25 ans dans le développement de la filière laitière biologique.
notre projet initial, c'est la bio partout et pour tous, pour accueillir des nouveaux producteurs et collecter, dans la mesure du possible, tous les producteurs qui le demandent. Voilà, notre activité, c'est uniquement de la collecte de lait bio en France, c'est 100% de notre activité. Et donc on collecte en France et on revend pratiquement en intégralité en France sur à peu près une centaine de clients différents. Voilà. Donc nous, chaque année, en étant uniquement en production biologique, bien sûr, la courbe de production, elle est pas mal calquée sur la pousse de l'herbe. Donc on a classiquement un pic de production sur les mois d'avril-mai, juin. Et du coup, cette année, il est venu se télescoper avec la crise du Covid. Donc, c'est déjà en temps ordinaire, c'est une période où on a du lait qui doit être vendu en conventionnel parce que la filière biologique ne peut pas tout absorber à ce moment-là. Voilà. Donc, cette année, au début de la crise, on avait une certaine inquiétude, enfin, comme beaucoup d'opérateurs. Donc on a mis en place un plan de crise pour, on entendait parler de non-collecte de lait, etc. Donc on s'est préparé à cette éventualité, on a mis en place des mesures pour assumer ça si ça devait être nécessaire, mais pour finir, on n'a pas eu recours. On a pu écouler tout notre lait. Nos ventes en bio ont été sur la période conforme aux engagements de nos clients, au volume qui était prévu dans les contrats de nos clients. Il y a eu quelques petits écarts. Voilà, certains clients ont eu des difficultés de par leurs débouchés à assumer complètement, mais ça a été compensé par d'autres qui avaient de la demande et qui étaient en capacité de transformer un peu plus, ce qui fait que globalement, voilà, on a absorbé notre volume de lait bio. Enfin, on a pu placer notre volume de lait bio qui était prévu à notre budget. Et on a eu les ventes en conventionnel. Donc, il y a eu une période délicate sur le mois d'avril où, à un moment, les prix ont été vraiment très bas et on avait peur qu'à un moment, il n'y ait même plus possibilité de vendre, mais on n'est pas entré là-dedans. Et depuis le début mai, les choses s'améliorent régulièrement. Voilà, ce qui fait qu'au niveau du volume qui est parti sur le marché conventionnel, on n'a pas dépassé nos prévisions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, par rapport à cette éventualité de crise, on a mis en place, on a essayé de réduire nos volumes, donc on n'a pas imposé de réduction de volume à nos adhérents. On a simplement fait de la recommandation et on a eu un retour quand même intéressant puisque on a mis ça en place courant avril, donc l'impact sur avril il a été limité, mais sur le mois de mai, on a eu une baisse de 7% de notre collecte par rapport à nos prévisions. Cette baisse, voilà, on l'attribue aux efforts qu'on a demandé aux producteurs. Donc ça a été des efforts de réduction d'effectifs, en incitant à réformer les vaches, à anticiper des tarissements, des choses comme ça, en faisant de la production sans concentré, avec un coût minimum. Donc voilà, finalement la crise s'est passée quand même assez correctement. Enfin, on n'a pas eu un impact trop marqué. Donc comme conséquence après au niveau des liens avec les adhérents, on a du coup la communication avec les adhérents s'est faite différemment. On a essayé de travailler en visioconférence au maximum et du coup on a ressenti il y a eu un renfort du lien entre
sur certains aspects entre les producteurs, le conseil d'administration et également les salariés. Voilà. Et du coup, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'on ressent l'opportunité de s'investir sur des projets à plus long terme, essentiellement liés à l'environnement. Suite à cette crise, on a vu des modifications dans les gestes de consommation des consommateurs. Donc il y a des sujets comme le carbone, la biodiversité, sur lesquels on travaillait déjà, mais c'est des sujets sur lesquels on va intensifier notre travail. Voilà. Peut-être passer sur la suivante. Donc le commerce. Ces 2 diapos là. Comment? Je n'avais que les 2 diapos. Oui, mais c'est très bien, ouais. Donc là, sur le deuxième, il y a le volet commerce, donc j'ai déjà un petit peu abordé ça. Hein, donc voilà. Nous, ce qu'on retient, c'est que nos clients ont répondu à leurs engagements. Et ce qui a été ressenti, c'est que les consommations en termes de produits biologiques, on a eu une augmentation des consommations de produits biologiques a priori plus importante que sur le marché conventionnel. Malgré la fermeture de la RHD, on a eu des compensations par d'autres créneaux de marché. Voilà. Je pense avoir tout dit. S'il y a des questions. Eh ben, merci beaucoup. Oui, donc on a Thibaut, si tu as 1 ou 2 questions, on a le temps de les prendre déjà. Justement, j'avais d'abord une question qui relevait davantage de ce qui a été dit précédemment sur les chiffres liés au surcoût en matière de stockage et également aux pertes estimées en matière de chiffre d'affaires sur le marché de la RHD. La question était, est-ce que les chiffres présentés portaient sur toutes les filières ou est-ce que c'était que le lait bio? Donc, que le lait. Donc, je réagis en précisant que ce sont des chiffres issus de la coopération agricole métier du lait, donc qui portent uniquement sur le maillon de la coopération, pas forcément en bio, mais sur la filière lait pendant la période du Covid. Voilà, tout simplement. Deuxième question qui concerne plus globalement le témoignage de Monsieur Ville, mais sans doute également les témoignages qui suivront. D'ailleurs, je pense que des réponses ont commencé à fuser par rapport à cette question. Donc la voici. Quelles sont les perspectives 2021 tant en termes de collecte que d'évolution des prix payés aux producteurs et d'impact prix consommateur final? Donc, Christian, si vous souhaitez intervenir, je vous laisse la parole, mais je pense que ça pourrait être intéressant également que Sébastien et Philippe, qui prendront la parole par la suite, puissent également s'exprimer sur ce sujet. Donc, je répète, quelles sont les perspectives 2021, tant en termes de collecte que d'évolution des prix payés aux producteurs et d'impact prix consommateur final? Je peux bien répondre au moins sur une partie. Donc nous, pour 2021, aujourd'hui, en demande d'adhésion, on est sur une période plus calme que 2016 à 2018. Voilà, donc en fait, nous, notre activité elle a augmenté de 30% en 2018, de 17% en 2019. Cette année, on est sur un plus 10, plus 12%. Et 2021, ça devrait être au mieux ce taux-là d'augmentation. Donc là, depuis 2 ans, on est plutôt en dessous de l'évolution du marché. En termes de prix payé producteur, c'est difficile d'annoncer des chiffres dès maintenant. Nous, dans notre fonctionnement, voilà, le prix producteur, c'est le résultat de l'activité, le résultat de l'activité du groupement. Hein, c'est le produit de nos ventes moins nos charges. Voilà, donc voilà, le prix payé producteur, c'est un retour du résultat de notre activité. On n'est pas en capacité d'anticiper dans l'avance, même si notre objectif, c'est de tendre bien sûr à faire progresser ce prix producteur, mais on n'a pas de perspective de chiffres précises pour 2021.
Merci. Donc, ça peut donner la transmission pour la présentation de monsieur donc Sébastien Courtois, administrateur de Sodial. Je ne sais pas si vous voulez dérouler la présentation ou répondre directement à la question de Thibaut. Ouais, je pense, bonjour à tous, je pense que je vais plutôt dérouler la présentation. Et puis peut-être qu'il y aura un certain nombre de réponses déjà dans le déroulé. Et puis si ça ne l'est pas, je répondrai à la fin, il n'y a pas de souci. Donc juste pour situer un petit peu, donc je vais peut-être me présenter, Sébastien Courtois, moi je suis éleveur laitier dans le département du Rhône et puis donc administrateur à la coopérative Sodial Union et en charge tout ce qui est dossier bio au niveau de la coopérative. Donc pour situer aussi la coopérative, voilà, Sodial aujourd'hui c'est environ 200 millions de litres de lait collectés auprès de 800 exploitations sur à peu près tout le territoire laitier français aussi comme le fait aussi Biolait quoi. Là au niveau de voilà, il y a eu une grosse évolution aussi depuis 2015-2016 où on est passé de 47 millions à 200 millions, donc vous voyez, on a multiplié par plus de 4 les volumes collectés par les sociétaires. Si on fait le focus au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, là, ce que vous avez devant, c'est une map des exploitations au niveau de notre bassin Grand Sud. Donc on va dire la moitié sud de la France. Alors il se trouve que nous, à Sodial, on est un petit peu à l'envers que ce qui se fait au niveau national, c'est-à-dire on a 2/3 de notre production biologique de la coopérative qui se situe dans la partie sud de la France, alors qu'on est plutôt les 2/3 dans la partie ouest au niveau national. Donc nous, c'est un peu notre spécificité à Sodial, c'est qu'on est bien plus ancré au niveau sud. Et là, on voit qu'il y a 564 exploitations bio dans tout le bassin sud. Bon, vous avez vu à peu près la répartition, mais ça concerne quand même beaucoup notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, ça, c'est l'histoire qui l'a fait, hein, parce que notre bio, nous, a démarré à la fin des années 90 sur le massif du Pilat. Et c'est ici, en fait, que l'histoire de la bio a commencé à Sodial. Et c'est vrai que ces points historiques de développement bio, en fait, c'est là où on a observé le plus gros de notre développement par la suite. Donc voilà, en fait, Sodial, on est divisé aussi en bassin et en région. Donc au niveau du bassin, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 564 exploitations bio. Donc c'est 12% des exploitations et à peu près 10% du volume total du bassin sud. Si on fait le focus sud-est, qui est plutôt le quart sud-est de la France, donc on est présent un peu sur tous les départements sauf les Savoie et très peu aussi dans l'Ain. Donc voilà, on a 218 exploitations et là c'est 13% des exploitations qui sont en bio aujourd'hui pour 11% du volume environ, quoi. Et vous voyez la taille moyenne des exploitations se situe entre 240 et 270 000 litres par exploitation. Donc voilà pour situer. Si on avance par rapport à nos activités de la coopérative, donc pour ce qui est de la transformation de notre lait, on est présent sur tous les métiers du lait. Donc la grosse partie de l'utilisation de nos laits chez nous, c'est le lait de consommation, donc soit à la marque Candia, soit en MDD, donc en marque distributeur. On est aussi un petit peu présent aussi dans la restauration hors foyer ou dans la restauration collective sur ces sujets-là, mais c'est plutôt des volumes modestes chez nous. Les fromages, on arrive aussi tout doucement, hein. Il y a Entremont qui avait lancé un emmental bio il y a 2 ou 3 ans et on va revenir encore avec ça. LFO qui sont les fromageries occitanes qui sont très fortement implantées sur la partie Auvergne. Et là aussi, on a quelques fromages bio et donc aussi pour les marques distributeurs. Donc l'ultra frais, c'est pareil, on est aussi un peu moins implanté, mais on commence aussi petit à petit par nos marques Yoplait, mais aussi en MDD où on a même des contrats de lait qui partent à ce niveau-là. En ingrédients pour Eurosérum, donc Eurosérum qui va en fait revendre des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire derrière.
Et notamment, là, on a une partie qui est pas sur la région, mais sur Mâcon qui transforme ces volumes-là en lait bio. Et puis pour la nutrition, on a NutriBio, là où on est plutôt sur de la nutrition infantile. Donc voilà, on est présent sur tous les métiers. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon. Par rapport à la crise Covid, si on continue. Donc voilà, alors c'est la même chose que pour Biolay, hein. C'est vrai que cette crise est arrivée au plein moment du pic saisonnier de production. Et là, vraiment, on a eu des situations très compliquées à devoir gérer dans ce laps de temps. Déjà, sur une année normale, ce sont des périodes avril et mai qui sont compliquées parce que c'est au niveau du pic saisonnier de production. On a nos usines qui sont complètement saturées et on a, si vous voulez, très très peu de jeux de jambes pour pouvoir orienter des laits vers d'autres destinations à ce moment-là. Il se trouve en plus que cette année, on avait un taux d'absentéisme des équipes un peu plus élevé, mais pour des raisons évidentes, hein, des personnes qui devaient garder des enfants parce que leur conjointe travaillait en milieu hospitalier. Enfin voilà, il y a eu des choses très très compliquées à tenir. Et puis aussi, il se trouve que chez nous, au niveau de Sodial, on a eu une production très 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 dynamique au niveau des éleveurs bio. Alors il se trouve que au niveau France, on a remarqué que la partie ouest a été plutôt en baisse de production sur ce printemps, alors que nous, dans le sud, on était plutôt en augmentation de lait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre particularité à Sodial, c'est d'être très présent sur la partie sud. Et on a eu des mises à l'herbe de cette année précoces, et puis avec des qualités d'herbe très fortes. Donc on a eu vraiment un pic de production encore plus prononcé qu'habituellement, au-delà en fait des nouvelles conversions qui nous sont arrivées ce printemps, des nouveaux volumes de lait bio qui nous sont arrivés en plus ce printemps, mais on a eu, chez les bio historiques, on était à des semaines à des plus 6, plus 8% en termes de production laitière. Donc ça venait ajouter à la difficulté de gestion de ces laits ce problème. Et donc la particularité en plus de cette année, c'est qu'on a eu un coût de déclassement élevé. On n'a pas eu forcément en pourcentage beaucoup plus de volume déclassé, mais le coût de ce déclassement, et ce coût en fait, il est calculé entre le prix payé bio aux sociétaires et la différence sur la vraie valorisation qu'on peut avoir sur le marché conventionnel. Et donc juste pour donner un peu l'ordre des choses, on a eu une chute des cotations beurre food où on a perdu 90 € au millilitre en l'espace de 2 mois. Le point bas, en fait, on l'a eu dès le mois d'avril en termes de valorisation sur ces activités-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais comme nos usines étaient complètement saturées, tout le lait qui nous arrivait en plus, en fait, qui n'était pas prévu par la production dynamique des éleveurs, en fait, ça s'est retrouvé au déclassement, quoi. Et donc, nos usines étant complètement saturées, on n'a pas pu, même s'il y avait le demande, même si on aurait sûrement pu faire mieux si ça avait été une autre période, on n'a pas pu tout valoriser en bio, malheureusement, à cette époque-là. Donc voilà, ça a été vraiment la difficulté de la période Covid, hein, un pic important de production, des usines saturées, un manque de personnel aussi qui fait que voilà, et on a dû aussi simplifier un certain nombre de choses aussi et de gammes notamment à cette période. Voilà. Par contre, ce qui a été plutôt très positif pendant cette période, ça a été les activités grande et moyenne surface qui ont été très dynamiques. On l'a dit tout à l'heure, mais sur les segments lait, crème, beurre, voilà, ça a été vraiment très très dynamique. Et les segments où on a un petit peu perdu, par exemple sur le lait infantile à cette période-là, on a pu quand même retrouver des volumes très intéressants sur cette partie lait de consommation, crème en partie, et surtout beurre qui a très très bien fonctionné là pendant cette période de confinement. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour, il ne doit plus y avoir de diapo, je crois. Merci beaucoup. Voilà. Thibaut, et puis, si je reviens à la question quand même qui avait été posée sur la vision qu'on peut avoir pour 2021 et la partie volume, prix, voilà, il semble quand même pour 2021, nous, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sera encore sur une progression
allez, 10, 12, 14 millions de litres de lait en plus. Donc ça, c'est le niveau de conversion qu'on a identifié. Enfin voilà, en plus, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de demande encore aujourd'hui au niveau des sociétaires de vouloir partir en bio. Donc voilà, on est en train de regarder si derrière on aura les marchés pour pouvoir passer tous ces laits, parce que vraiment notre but c'est de ne pas mettre en conversion des volumes de lait qu'on ne saurait pas quoi faire derrière. Donc on sera assez vigilant là-dessus. Par contre, pour la question du prix, en fait le prix se construit de plusieurs façons, hein, le prix du lait sociétaire. Il se construit déjà par notre capacité à aller obtenir du tarif auprès de nos clients, ça c'est clair, mais aussi au niveau en interne, notre gestion du déclassement de notre lait, hein, le lait non valorisé en bio. Et on sait que le printemps est une période critique, hein, je crois que c'est chez tous les acteurs de la bio. Mais ça, si on arrive aussi à améliorer aussi ce niveau de déclassement, ça veut dire que potentiellement derrière, on est capable aussi d'améliorer la valeur au niveau des producteurs. Donc ça, c'est aussi un deuxième travail. Mais en tout cas, de ce qui est de la visibilité, on est plutôt quand même sur une consommation qui reste dynamique, donc un marché qui continue de progresser. Et on est quand même sur quelque chose de plutôt stable. Je pense que ça aussi, c'est la demande aussi des sociétaires, c'est d'avoir plutôt une visibilité stable de l'effet volume et prix qui pourrait être pratiqué au niveau du prix du lait. Et ça donne quand même plus de visibilité au niveau des sociétaires. Voilà, on n'est pas sur les mêmes marchés que sur le lait conventionnel, et on a quand même beaucoup moins de volatilité à ce niveau-là, ce qui est plutôt un plus au niveau production, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est pareil, Thibaut, je te laisse là. Ouais, j'ai beaucoup de questions, hein. Vraiment, j'ai beaucoup de questions, donc je vais essayer de pas en oublier. J'en ai d'abord. Ouais, 5 minutes. J'en ai d'abord une pour Biolait, pour revenir juste très rapidement sur leur présentation. C'était, voilà, la question portait sur la dynamique de conversion pour Biolait en 2020 et 2021. Quelle était cette dynamique, de conversion? Donc peut-être qu'on peut d'abord aborder ce point-là et ensuite revenir sur les questions qui portent plus sur Sodial, je vous propose. Oui. Donc pour Biolait, hein, j'ai un peu dit tout à l'heure, voilà, on est sur une dynamique de conversion qui est moins importante que sur la période 2016 à 2018. Voilà, on a un petit peu de demande, mais c'est plus calme actuellement. Il y a plusieurs, il y a plusieurs phénomènes par lesquels on explique ça. C'est d'abord qu'il y a eu, comme il y a eu beaucoup de conversions pendant ces années-là, les années 2016-2018, les exploitations qui souhaitaient passer en bio, souvent ont fait le pas. On a un marché du conventionnel qui est meilleur que il y a 3-4 ans. Du coup, il y a moins de volonté de passer en bio pour des raisons purement économiques. Il y a aussi une incertitude par rapport aux aides à la conversion, à la durée de versement de ces aides, etc. Il y a des retours assez négatifs là-dessus qui font que un certain nombre de producteurs sont prudents par rapport à ça. Voilà. Et puis, en fait, voilà, dans les exploitations qui sont aujourd'hui en conventionnel, on a une concentration de ces exploitations qui produisent de plus en plus, et du coup, ces profils d'exploitation, ça devient compliqué pour eux, de plus en plus compliqué pour envisager des conversions en bio. Voilà. Ok, super. Quelques petites questions maintenant pour Sodial. Merci Christian pour vos précisions. Alors,
Est-ce que, au niveau de Sodial, est-ce qu'on peut préciser sur la diapositive relative à vos activités de la coopérative, est-ce qu'elle concerne au global toutes les activités de la coopérative ou est-ce qu'on ne parle uniquement de l'activité bio? Première question. Oui, j'en ai fait le micro. Oui, là, on est à l'instar en fait de nos activités conventionnelles, on est présent sur tous les métiers. Le bio, on est aussi en train de partir sur tous les métiers. Hein. Donc là, dans la slide qui était présentée, c'était sur nos activités bio. Et voilà, alors, on est plus ou moins présent. Après, en termes de répartition, nous, la majeure activité pour l'instant, c'est le lait de consommation aujourd'hui. Ok, super, merci. Deuxième question, on m'a demandé de savoir si Sodial, à l'échelle de la coopérative, vous avez des tendances disponibilité et prix sur le beurre bio. J'ai également une autre question qui concerne le beurre bio. Je m'excuse, il faut juste que je la retrouve parce que j'en ai beaucoup. Voilà, pourquoi faire un lien entre le déclassement et la chute des cotations de la matière grasse alors que la crème et le beurre se sont bien vendus? Alors, ouais, en fait, les deux questions se rejoignent, mais les disponibilités sur le beurre, là, il faut recontextualiser par rapport à la période où j'ai dit que en fait, nos sites de production étaient complètement saturés. Et en fait, nos beurreries, notamment, étaient complètement saturées. Hein. Quand on a le pic de production, on fait plus de poudre à cette période, que ce soit conventionnel ou bio. Donc, ça génère plus de matière grasse. Et là, on est obligé de faire travailler nos beurreries à fond pour le transformer en beurre. Pour ce qui est du beurre bio, je crois qu'il y a une question par rapport au beurre bio, c'est qui le patron? Pendant cette période-là, on a beaucoup augmenté les ventes. On est revenu à des niveaux de vente au niveau de ce qu'il y avait eu avant la revalorisation du prix de la plaquette en fait. Donc on est très satisfait de ça. Par contre, on ne pouvait pas faire plus parce que voilà, les sites étaient complètement saturés. Et en plus, dans le cahier des charges du beurre bio, c'est qui le patron, c'est que du beurre frais. C'est-à-dire, il peut pas y avoir de beurre congelé ou de choses comme ça. Donc, il ne peut pas y avoir de report en fait de la production. Donc voilà, donc on n'a pas pu faire plus à ce niveau-là. Et puis une autre chose aussi, c'est que la chaîne logistique était aussi complètement saturée. Hein. On a eu la grande distribution elle-même de son côté avait du mal à tout réceptionner en temps et en heure. Nous, on avait du mal à tout expédier en temps et en heure. Enfin voilà, hein, avec des effectifs réduits. On a eu une période aussi où au niveau transport, c'était très très compliqué. Hein. C'est revenu petit à petit après les premières semaines de confinement. Donc voilà, tout ça, ça fait que on aurait pu faire plus en termes de volume, mais malheureusement, ça nous a été impossible par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et par rapport à la différence de prix, malheureusement, si les volumes qu'on n'a pas pu emmener directement à la grande distribution pendant cette période, et ben là, ça a été déclassé directement. Et c'est là où, en fait, l'écart volume-prix il se fait, et c'est là où notre coût du déclassement a été important parce que le volume non traité, non envoyé à la grande distribution à cette période a été mis en conventionnel. Et là, il y a eu cette différence de prix qui a été assez importante cette année. Ok, super. Merci Sébastien. Je m'excuse, il y a encore d'autres questions, mais le timing fait qu'on va devoir un peu avancer. J'ai noté les questions par ailleurs qui portent sur les dynamiques de conversion, les problèmes de protéolyse ou l'évolution de la demande en lait. Je propose qu'on les fasse après l'intervention de Philippe Laurin pour la SIC à l'accueil, et puis qu'on voit également en termes de timing, voilà, si on a le temps. Et puis je pense que déjà Philippe va aussi apporter un certain nombre de réponses complémentaires à celles qui sont encore un petit peu en suspens. Ok, très bien. Parfait Thibaut. Donc justement, je vous propose, Monsieur Laurin, de vous présenter votre société et d'apporter vos éléments. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc Philippe Laurin, je suis le directeur de la Société laitière de l'accueil. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres que ce qu'on vient de voir. La Société laitière de l'accueil est une petite coopérative
On transforme 30 millions de litres de lait en 4000 tonnes de fromage et on ne fait pratiquement que des bleus, avec 2 AOP particulières, donc la fourme d'Ambert et le bleu d'Auvergne. Et on a décidé de se lancer dans le bio en 2012. On l'a vu comme une approche commerciale de niche, puisqu'on cherche à travailler la rentabilité de l'entreprise à travers la valorisation commerciale des produits que l'on vend. Et il faut savoir qu'on est acheteur de lait, c'est-à-dire on a 51 producteurs qui produisent globalement un tiers à la moitié du lait, ça dépend des années, et on est acheteur du solde, et c'est la même chose en bio. Donc on a eu quelques conversions de nos propres producteurs. Sur les 51 producteurs, on en a 3 en bio, et le solde de nos besoins, on va l'acheter, et donc on l'achète à Sodial. Partant de là, on a travaillé beaucoup la valorisation commerciale, c'est-à-dire quand on démarré, on n'avait que du lait conventionnel bio, non AOP. Et on a très très vite vu que c'était en pure perte, puisqu'on a plafonné à quelques dizaines de tonnes, et ça s'est arrêté là, il n'y avait aucune progression possible. Et puis dès qu'on a eu l'opportunité d'avoir du lait AOP bio, on a à ce moment-là mis en marché le bleu d'Auvergne et la fourme d'Ambert, sur le rayon coupe, puisqu'on est positionné à marque sur le rayon coupe essentiellement, et puis on a mis au point des produits libre-service comme des barquettes ou de la fraîche des coupes, ce qui nous a permis d'entrer en contact avec les chaînes spécialisées en bio, Biocop et les autres, Bonne Terre et autres, et puis on s'est aperçu que très rapidement, chez tous nos clients c'est 25% grande distribution, 75% rayon traditionnel ou grossiste, très rapidement, tous les clients ont créé un petit rayon bio. Ce qui fait que le tonnage, tous les ans, a progressé régulièrement, au minimum 20% par an. Et globalement, on arrive aujourd'hui à une situation où on se trouve pratiquement, on dépasse les 300 tonnes de produits. C'est significatif pour nous, un tonnage comme celui-là, puisque une niche chez nous, qui est une niche qui atteint un volume intéressant, c'est 500 tonnes par rapport à 4000 tonnes de produits de base. La progression se poursuit. Elle se poursuit d'autant plus qu'on a quelques produits qu'on a fabriqués sur mesure, notamment des barquettes qui sont positionnées dans les rayons bio libre-service. On n'est pas, nous, libre-service habituellement, hein. On n'est positionné que sur ces niches-là. Et si je fais une comparaison avec une autre niche que l'on a en interne, qui est le lait cru, les fromages au lait cru, on s'aperçoit que beaucoup de consommateurs considèrent que le produit bio, le fromage bio, est au lait cru. Il y a une grosse confusion sur les deux, mais si je compare les deux marchés, le marché des crus, on a quelques clients, ce sont des gros clients qui consomment la majeure partie du tonnage de lait cru. Par contre, en bio, tous les clients prennent du bio, mais certains clients, c'est un carton. Donc, on s'est aperçu très vite que c'était un marché difficile en ce qui nous concerne, puisque c'est un marché de petite distribution. On va distribuer un carton et puis une palette entière pour des chaînes spécialisées. Donc, c'est typiquement un marché qu'on considère comme étant un marché de PME, de petites entreprises, où là, on va faire du sur-mesure. Aujourd'hui, on a l'espoir de monter à 500 tonnes, donc de continuer la progression, d'autant plus que la période Covid a été extrêmement positive, puisque on a pris 40% de volume en plus d'un seul coup. Bon, là, ça revient, on sent un retour un peu à la normale. On a eu l'impression que le consommateur est allé se réfugier vers les produits un peu plus sécurisés, a priori, c'est l'image que ça nous a donnée. Mais ça a été très positif. Il y a 2 marchés qui ont beaucoup progressé pendant le Covid, c'était la vente par Internet et le bio. Donc voilà, on vend très peu de bio en vente directe. C'est une vente locale, donc on est situé donc, à 40 km de Clermont, au pied du Sancy. Ils ne se tournent pas forcément vers le bio. Le bio se vend, comme je vous le disais tout à l'heure, en distribution spécialisée et en rayon grossiste. Voilà, pour vous donner quelques éléments. Aujourd'hui, 80% des ventes se font en AOP, sachant qu'on a quelques références de produits non AOP. Ce sont des petits bleus, ce sont des bûches, des produits un petit peu divers et variés, mais ils ne se vendent que parce que l'AOP se vend. Voilà, en termes de présentation. Merci beaucoup. Thibaut, si tu as la suite des questions. Alors effectivement, j'ai quelques suites de questions, alors qui ne sont pas spécifiquement à Philippe Lerin, mais qui sont, on va dire, au global, pour nos 3 intervenants. Première question,
est-ce que vous pouvez préciser où en est la dynamique de conversion? Est-ce qu'on a des signes de retour à la normale au plan national après la vague de conversion 2015-2018? Et du coup, quel volume à l'horizon 2022-2023 sur la base de ces entrées on pourrait compter, ou enfin quels sont vos avis sur la question? On peut prendre dans l'ordre. Alors Christian, vous souhaitiez intervenir, je crois. J'ai déjà évoqué tout à l'heure, je peux vous dire quelques mots. Voilà, nous actuellement, on n'a pas une dynamique de conversion très forte. Et donc, voilà, nos prévisions de progression sur les 2-3 ans à venir, elles sont plutôt inférieures à l'évolution de la consommation qu'on constate actuellement. D'accord. Ouais, donc Sébastien, pour Sodial, c'est la même chose. Hein. Le gros des conversions, ça a été la période après 2015-2016, là, où les volumes sont arrivés 2017, 2018 et même 2019. Donc c'est pareil, hein, nous, le gros de la conversion est fait. On est sur des niveaux bien inférieurs aujourd'hui, mais on a quand même encore un petit peu de demande, et c'est... Voilà, ouais, on a des producteurs qui s'y intéressent et qui voient aussi le fait que leurs voisins, ça fonctionne aussi, hein, plutôt chez eux, et donc du coup ça fait un peu émulation aussi. Donc on a quand même un petit peu de demande malgré tout, quoi. Mais absolument pas au même niveau qu'avant, ça c'est clair. Philippe, est-ce que vous souhaitez réagir sur cette question de dynamique de conversion et d'horizon 2022-2023? On n'a pas d'approche particulière de cette façon-là. On raisonne plutôt d'un point de vue commercial. Si on a la valorisation produit, ce qu'on souhaite surtout, c'est éviter, comme ce qui a été dit tout à l'heure, de demander à des producteurs de passer en bio, de ne pas être capable de valoriser le lait. Ça, c'est une précaution qu'on souhaite prendre. Alors, dans cette configuration-là, comme on est acheteur de lait, il y a une sécurité. Si la progression se poursuit, c'est là où on n'a pas de visibilité pour savoir si le marché va continuer à progresser de cette façon-là. Pour l'instant, il y a une progression permanente et constante pour aller vers plus de tonnage. Il est possible qu'on incite et qu'on réponde à une demande si on a d'un producteur supplémentaire, mais on s'arrêtera à ça. Il faut d'abord la valorisation commerciale. C'est fondamental en ce qui nous concerne. Si on ne l'a pas, de toute façon, on arrêtera le bio. Il faut absolument cette valorisation. Deuxième question au global, mais je pense que, enfin, voilà, je la pose de façon très ouverte. Question de la Chambre d'agriculture de la Loire. Les problèmes de protéolyse ont-ils trouvé une solution? Ouais, Sébastien, ça c'est peut-être une question qui nous revient un peu, parce que c'est un sujet qu'on avait mis fortement en avant il y a 2 ans déjà, sur la stabilité des protéines dans le lait. Et en fait, voilà, c'est un sujet qui avait plutôt été bien travaillé l'année dernière par nos équipes, avec les conseillers laitiers qui avaient fait un travail en amont sur toutes les exploitations pour ce qui est de la base, de lavage, des systèmes de traite et tout ça. On avait mis en place aussi des analyses dans les exploitations pour, voilà, parce qu'on est en train d'apprendre, hein, c'est un sujet qui date pas d'aujourd'hui, mais qui avec le développement de la bio, s'est vu à augmenter son importance. Donc du coup, l'année dernière, ça a été très bien travaillé. Les analyses nous ont permis de situer un peu les exploitations où il y avait un peu ces risques de protéolyse, avec le but d'identifier un peu certaines pratiques derrière qui pourraient accentuer ce problème. Donc cette année, malheureusement, on vient de remettre que maintenant, à partir du mois de juin, même juillet, sur ces analyses-là, parce que les labos ont été aussi impactés par l'effet du Covid. Donc on n'avait pas la possibilité de faire ces analyses jusqu'à maintenant. Donc voilà, le but c'est de remettre en route ça et de continuer de travailler.
Alors c'est un sujet qui est porté aussi au niveau interpro national, donc voilà, c'est un sujet qui concerne toute la filière laitière et les périodes à risque sont bien évidemment les périodes estivales. D'accord. Est-ce que les autres intervenants souhaitent réagir sur la protéolyse ou je passe à la question suivante? Ok, bon bah je vais passer à la question suivante. Question peut-être plus pour Biolay, en l'occurrence. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un problème là, non? Non, c'est bon. Non, c'est C'est bon. Ok, ok, très bien. Donc question peut-être plus pour Biolay. Une question qui est demandée, est-ce que vous pouvez préciser la part du lait déclassé en conventionnel? En fait, la question derrière, c'est plutôt la question du prix. Comment est-ce que vous gérez le delta de prix entre, dans le cadre d'un déclassement? Et puis, est-ce que vous faites appel à une caisse de péréquation? Oui, donc je vais répondre, hein. Donc nous, au niveau du pourcentage, donc c'est variable. Voilà, ça peut atteindre 15 à 20% sur les mois de printemps, le volume valorisé en conventionnel. Et au global, sur l'année, les 2 dernières années, on était de l'ordre de 5%. Voilà, après l'incidence sur le prix, nous, le prix, c'est la résultante de nos produits moins nos charges. Comme on n'a qu'une activité de lait biologique, évidemment, plus la proportion de lait vendu en conventionnel est importante et plus ce prix est bas, ça aura un impact direct sur le prix du lait, quoi. On ne parle pas de péréquation, mais voilà, ça vient réduire notre valorisation globale du lait et du coup, si c'est important, ça a un impact sur le prix du lait. Alors c'est bien sûr quelque chose qu'on cherche à réduire depuis longtemps, mais voilà, même si on n'a pas de site de production, on va à des clients qui ont des sites de production. Comme le disait Sodial, ces sites ils sont très encombrés, saturés au printemps. Donc voilà, c'est des périodes, donc on parlait du beurre tout à l'heure, la demande en beurre, on n'arrive pas à la satisfaire, mais parce que c'est un problème de déséquilibre matière, hein. Il y a la demande pour le beurre, mais par contre, la demande pour la poudre écrémée, elle est beaucoup plus limitée. Et en plus, à des périodes comme le printemps, de toute façon, les outils de transformation sont saturés. Voilà. Donc c'est une de nos problématiques. C'est clair que c'est un facteur pénalisant sur le prix du lait global annuel. Merci. Je propose, compte tenu du timing, qu'on passe à la suite. Avancer. Oui, merci. J'avais encore quelques questions, mais voilà, je m'excuse pour les personnes qui les ont posées. Et voilà, on aura sans doute l'occasion de revenir dessus à l'issue de la troisième partie et dernière partie de ce webinaire. Merci beaucoup aux trois structures pour leur témoignage et la transparence de leurs réponses. Je vous propose qu'on repasse la parole à Alain Plan du CRIEL pour nous présenter la stratégie nationale France Terre de lait et la part de l'activité lait biologique dans cette stratégie. Bonjour. D'abord, un petit mot de présentation, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je suis Alain Plan, je dirige le CRIEL Alpes-Massif Central. Vous avez Sud-Est sur la diapositive, mais en fait, le CRIEL Sud-Est est devenu Alpes-Massif Central après avoir fusionné avec le CRIEL Auvergne-Limousin. En fait, nous sommes l'échelon régional du CNIEL, l'interprofession laitière nationale, pour les régions Aura et PACA. Donc voilà, et nous sommes également l'échelon régional de l'ANICAP, qui est l'interprofession laitière lait de chèvre. Donc, le programme France Terre de lait, la diapo suivante, s'il te plaît.
Le programme France Terre de lait est issu des travaux faits dans le cadre des EGA et de la demande du gouvernement, avec la volonté que chacune des filières ait une stratégie et un plan de filière national. Donc, on voulait vous en dire quelques mots, puisque la production biologique doit avoir toute sa place dans cette stratégie. France Terre de lait, c'est un programme qui a été fait par les 4 collèges de l'Interpro, la coopération, les industriels privés, le collège des producteurs et le collège du commerce et de la distribution. Ces 4 collèges ont décidé de faire de cette obligation une opportunité en fait pour vraiment structurer une véritable ambition pour tirer la filière vers le haut en se mettant d'accord sur 4 grands objectifs et 8 engagements qu'on va voir par la suite. Et en complément, par ailleurs, les collèges ont démarré des travaux de concertation un peu permanents avec des ONG de l'environnement et du bien-être animal. Donc voilà, sur la diapo suivante, vous allez voir la stratégie de recherche de valeur. Ce qu'il faut dire quand même en introduction, c'est qu'on a fait le constat dans cette filière qu'au niveau des prix alimentaires, nous étions très en retard. L'indice des prix alimentaires, produits laitiers et fromages, est très en retard par rapport à l'indice moyen des prix de tout produit alimentaire. Donc, dans les grands objectifs, ça a été rapidement d'aller chercher de la valeur pour rattraper ce retard-là. Et la stratégie qui a été mise en place, c'est bien d'aller chercher de la valeur dans le rayon laitier au profit de tous les maillons de la filière et principalement au profit des producteurs, puisque en termes de revenus, c'est eux qui étaient le plus en retard par rapport aux indicateurs qui ont été mis en place de niveau de revenus vis-à-vis des salaires médians. Donc, sur cette pyramide, on voit la stratégie. La stratégie, c'est de s'adosser à la réglementation, évidemment, de mettre sur la réglementation un socle baptisé France Terre de lait, qui sont des engagements interprofessionnels qui ont été pris pour aller au-delà de la réglementation et d'une manière partagée. Donc, vous avez par exemple dans ce socle-là l'analyse systématique inhibiteur, c'est un engagement de la filière qui va au-delà de la réglementation et qu'on a mis de manière obligatoire. C'est l'une des composantes de ce socle partagé France Terre de lait. On a aussi les engagements de réduction des gaz à effet de serre de 20% en 5 ans. Voilà. Donc tout ce qui a été partagé d'une manière complète par l'ensemble de la filière et qui se fait de manière volontaire par rapport à la réglementation constitue notre socle France Terre de lait. Et puis sur ce socle France Terre de lait vient s'appuyer les démarches. Donc il doit y avoir une animation sur cette diapo si tu veux cliquer. Les démarches qui peuvent être publiques ou privées, qui sont multiples et qui sont soit des marques commerciales, régionales, publiques, privées, soit des démarches officielles de qualité. Et le développement de l'agriculture biologique fait partie de ces démarches-là et a toute sa place donc dans cette stratégie d'aller rechercher de la valeur et comporter la valeur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est important puisque c'est vraiment le cœur du dispositif sur lequel les 4 collèges ont vraiment fait une profession de foi pour dire on va chercher de la valeur au profit de tous les maillons et principalement des producteurs. Donc les engagements, les 8 engagements, ils sont répartis autour des 4 grands axes qui constituent notre plan de filière. La performance économique et sociale, c'est là qu'il y a l'engagement avec les indicateurs d'aller rechercher du revenu pour les producteurs, avec la production d'un tableau de bord indicateur mensuel qui nous permet de mieux suivre l'économie et les valorisations des produits. La performance sanitaire, donc c'est là par exemple où il y a l'engagement de l'analyse systématique inhibiteur pour garantir un lait recherché, pour garantir un lait exempt de tout antibiotique, ce qui était le cas auparavant, mais on va plus loin que la réglementation.
Et puis, production responsable avec respect de l'environnement et du bien-être animal, avec donc là le déploiement d'un carbone par exemple, et le déploiement des diagnostics bien-être animal qui sont en cours, avec les formations qui sont en cours. Et par ailleurs, la performance alimentaire. Donc la performance alimentaire, ça se traduit principalement par la volonté d'offrir aux consommateurs un panel de produits sains évidemment et multiples. Et là, la part des produits issus de l'agriculture biologique est importante et il y a des objectifs donc de développement et de valorisation importants à ce niveau-là. Donc voilà les 4 grands axes des engagements de France Terre de Lait. Sur les deux diapos suivantes, je vais aller assez vite. En fait, on vous les a mis pour mémoire pour vous expliquer quels sont ces engagements par axe. Et pour vous voir, comme ça vous permet de voir que pour chacun des engagements, l'agriculture biologique doit avoir sa place dans chacun des engagements. Ce tableau de bord, il est structuré de la manière suivante. Vous avez le point de départ qui est l'année 2016 et l'objectif que la filière se fixe pour l'année 2025. Donc vous voyez, par exemple, en 2016, on avait 26% des éleveurs laitiers qui étaient au salaire médian français. L'objectif que la filière s'est posé, c'est qu'en 2025, on soit à 55% des producteurs qui atteignent ce salaire médian. Et pour chacun des engagements, on a ce tableau d'indicateurs qui est en place avec un suivi à date qui se fait régulièrement. Voilà, donc vous pouvez regarder ça dans le détail, mais vous avez les 8 premiers engagements du plan de filière qui peuvent être appelés à évoluer. Voilà, on doit répondre aux demandes de nos consommateurs citoyens. Si on pense que l'agriculture biologique est une solution pour répondre à ces questions-là, c'est que vous allez voir que ces attentes sont bien en phase avec ce que vous pouvez faire en agriculture biologique, hein, ce que l'on peut faire, puisqu'on s'aperçoit qu'elle recouvre maintenant des considérations de plus en plus diverses et variées, qui sont le pâturage, les qualités nutritionnelles, l'aspect territorial et solidarité avec l'amont, avec l'aspect équitable, la proximité et le non-OGM. Donc maintenant, on a bien cerné que les attentes consommateurs sont de plus en plus fortes et sont souvent maintenant, couvrent souvent ces 5 grands domaines. Et je précise que le CNIEL a commandé une étude qui est en cours sur les changements de comportement du consommateur en lien avec la crise. Donc il y a eu déjà des premiers résultats, mais qui sont à chaud et qui sont liés aux aspects un peu de peur liés à la crise. Et on attend à l'automne et l'hiver une deuxième version de l'étude un peu consolidée avec l'aspect analyse de sortie de crise. Donc voilà, et sur cette dernière diapo, vous montrez que la demande ne faiblit pas et qu'elle s'installe, se développe fort heureusement et qu'elle s'installe dans de bonnes conditions. Et vous voyez sur ces 3 courbes-là, pour les 3 familles de produits, hein, les liquides, ultra frais et fromage en bio, depuis 2016, une tendance à la hausse très très marquée. Donc voilà, il va falloir continuer à produire pour suivre cette demande. Voilà ce qu'on voulait vous dire en lien avec le plan de filière. Et le message, c'est qu'il n'y aura pas une solution miracle pour aller chercher de la valeur et tirer la filière laitière vers le haut et intéresser les gens à ce métier-là. Il y aura plusieurs solutions. Et dans des territoires variés comme les nôtres, l'agriculture biologique est l'une des pistes possibles pour développer notre production dans nos zones intermédiaires.
Merci beaucoup. Thibaut, si tu as une question spécifique sur le plan de filière et la démarche France Terre de lait, sinon on passera. Non, j'en ai pas pour le moment, non. Ça viendra peut-être par la suite. À la fin, sûr. Eh ben, on va passer à la présentation de Bastien Moissonnier du Cluster Bio, donc, qui va nous présenter un peu l'état du marché bio sur les différents circuits de distribution et l'impact des derniers mois. Oui, bonjour à tous. Donc, Bastien Moissonnier, donc chargé de mission filière au Cluster Bio. Donc rapidement, le Cluster Bio, qu'est-ce que c'est? C'est l'association donc en Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe donc les transformateurs et les distributeurs du bio, donc à la fois alimentaire, cosmétiques, textiles, détergents. Donc on regroupe à peu près aujourd'hui 300 adhérents dans la région. Donc nos services, du coup, c'est cela. On accompagne les entreprises à se lancer dans ce monde du bio, sur l'approvisionnement, sur la formation, sur la commercialisation, aussi par rapport au financement, l'innovation, l'international. Et puis, on a une communauté qui s'appelle la communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes pour aider aux entreprises de notre région à animer leur marque sur une cible consommateur. Voilà. Alors, pour commencer, du coup, sur le marché bio en 2019, un petit focus tout d'abord sur les magasins spécialisés rapidement. Hein, donc le chiffre d'affaires en 2019 a été en hausse. On a en gros pour retirer les éléments essentiels, c'est une augmentation du chiffre d'affaires de la catégorie frais, donc dans les magasins bio, et une baisse du chiffre d'affaires de la catégorie épicerie enfant, qui en revanche elle augmente surtout en GMS. On note le développement des MDD sur l'année 2019 dans les magasins spécialisés, donc les marques de distributeurs. Et du coup, ce constat, il est également fait en GMS, qui ont aussi une stratégie de développer les MDD bio, puisque aujourd'hui, les marques de distributeurs représentent plus de 41% du chiffre d'affaires bio. Donc ça, c'est les chiffres 2019 de IRI, en augmentation de plus 18% par rapport à l'année d'avant. Et puis, autre tendance, c'est aussi les très grands groupes qui représentent aujourd'hui, alors je dirais que 14% du chiffre d'affaires bio en GMS, mais sur lesquels on observe une plus forte croissance, plus 45% de développement. Voilà. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que en 2019, ce qu'on remarquait, c'est que le chiffre d'affaires bio était plus élevé en drive, supermarché, et beaucoup moins en hypermarché. Voilà pour la tendance globale. Autre point là, sur l'innovation bio, au premier semestre 2019, il y a eu une forte présence des produits laitiers, des très grands groupes qui sont arrivés finalement au top des nouvelles gammes bio, dans les meilleurs lancements, on va dire. On retrouve pas mal de produits laitiers, alors surtout des grandes marques, mais c'est quand même qu'il y a un fait à noter. Pour la suite, du coup, les frais, le frais laitier bio en GMS est vraiment, on va dire, bien représenté. C'est un rayon qui a un poids assez lourd, puisque 8%, c'est le poids de la crèmerie bio, le total de la crèmerie, donc qui est quand même assez important, alors qu'on est plutôt autour de 4% sur les autres catégories. Et puis, c'est aussi une catégorie où on observe le plus de nombre de références, l'évolution du nombre de références bio, plus 23%, ce qui est assez important en hypermarché, supermarché. Et un chiffre aussi à retenir, c'est que finalement la part d'offre de la crèmerie bio en hyper et supermarché, donc en GMS, était d'à peu près 11%, donc en 2019 selon LSA. Donc là, vous avez ensuite sur la slide après le détail, on va dire, par rapport aux produits laitiers bio, avec une forte tendance d'évolution sur le beurre bio. Alors là, on est sur tous les circuits de distribution confondus. Donc, très fort développement sur le beurre, le fromage et les crèmes et aides culinaires. Du coup, dans la slide d'après, je vous ai noté quelques tendances qu'on observe. Au-delà du bio, finalement, c'est aussi l'équitable, vous en parliez juste avant, qui est quand même une tendance assez forte, qui s'amplifie. On parlait tout à l'heure du beurre bio, c'est qui le patron, qui a été, on va dire, où le prix a été fixé avec un collège de consommateurs. Les produits lait de vache aussi, qui a connu un fort succès pendant le confinement, avec un lait Fair for Life, donc labellisé équitable France. Pareil, Biocoop qui vient de sortir son lait demi écrémé, en tout cas qui a refait le facing d'une gamme qui se veut équitable. L'équitable qu'on retrouve aussi chez Auchan MDD.
Et alors, à voir si c'est une forme de concurrence pour le bio, mais en tout cas, il y a aussi cette tendance de l'équitable qui se développe dans le conventionnel, avec sur la filière laitière, voilà, des laits qui rémunèrent plus justement le producteur. Et cette tendance de l'équitable est très forte sur les produits laitiers. Donc, maintenant, un petit focus sur le marché bio dans le contexte du Covid, ce qu'on a vu, observé. Alors bien évidemment, les parts de marché du bio étaient en croissance, quoique un peu en diminution en fin d'année, finalement 2019. Mais pendant la crise du Covid, on a eu des croissances assez fortes qui ont atteint même 35% juste avant le confinement. Voilà, et là aujourd'hui, IRI a sorti les derniers chiffres. On est un retour, on va dire, à la normale, c'est-à-dire qu'on a plus 15% de diminution du bio par rapport à 2019. Donc on est toujours une croissance, mais qui a du coup repris, on va dire, un niveau plus stable, quoi, plus correct par rapport au Covid. Alors cette augmentation pendant le Covid, comment elle s'explique? Ici, vous avez le top 5 des catégories les plus rupturistes, donc qui ont été le plus en rupture. On voit qu'effectivement, on a le lait qui apparaît. Et pendant cette période du 16 au 22 mars, on a une évolution de la consommation de lait des achats de lait bio qui était très importante, avec plus 60%. Donc, c'est un aussi des facteurs qui peut expliquer la hausse. Ce n'est pas le seul parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est aussi une raison. Par la suite, petit focus du coup plutôt sur la distribution, comment elle s'est organisée de manière globale. Donc là, c'est une enquête qui a été faite auprès des magasins spécialisés qui ont finalement tous dit qu'ils avaient vu des nouveaux clients dans leurs magasins spécialisés. Les clients ne connaissaient pas, et en même temps on a aussi donc là une enquête qui a été organisée plutôt auprès des consommateurs de magasins spécialisés, qui montre qu'il y a quand même un tiers des consommateurs qui ont réorienté qui ont modifié le lieu d'achat éventuellement vers la grande surface, par commodité et par facilité pour trouver tous les produits. Donc, ces nouveaux lieux d'achat, alors l'Agence Bio a sorti des dernières chiffres, on va dire, sur les consommations, la consommation bio pendant le confinement. On voit que le supermarché arrive quand même au top, avec ensuite les magasins spécialisés. Alors, c'est écrit tout petit, donc vous ne voyez rien, à mon avis, mais en haut, c'est supermarché, magasins spécialisés, magasins de proximité, donc les petits commerçants. Les consommateurs ont vraiment privilégié la proximité, le lien avec la vente directe, donc en lien direct avec les producteurs, les magasins de producteurs, et le drive. Donc, ce qu'on peut voir aussi sur le graphique de droite, en vert, c'est finalement, dans la situation du Covid, la question c'était où faites-vous vos courses? Et ce qu'on remarque, ce qui est intéressant de voir, c'est où est-ce qu'ils sont allés le plus souvent que d'habitude. Et on remarque que finalement, c'est bien le drive, Internet et les magasins de proximité qui ont été des lieux privilégiés pendant cette période par rapport à habituel. Voilà, donc, globalement, on peut passer à la suivante et on voit que la vente à distance, elle se développe. Ce qui est un fait notable, c'est que les magasins spécialisés avaient un peu du retard sur la vente drive, click and collect, etc. Et pendant cette phase de confinement, ils ont vraiment amplifié, donc avec Docor qui vient de lancer son service de commande en ligne, qui ont vraiment amplifié la vente à distance avec la mise en place du click and collect, le drive voiture, le drive piéton, la livraison à domicile. Et les consommateurs éta't plutôt satisfaits. Et vous voyez sur le graphique de droite que finalement, les consommateurs, c'était une question donc, en date d'avril pendant le confinement, ils aimeraient utiliser les services tels que la livraison à domicile, des paniers de producteurs tout fait, prêt à être acheté, les drive voitures. C'était un peu les éléments attendus par les consommateurs. Une vraie tendance, une vraie orientation vers quand même le numérique, le drive et une façon différente de consommer. Voilà, alors pour terminer, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que finalement on a eu une progression du poids des rayons où le bio était bien représenté.
Donc on le disait, la crèmerie, c'est vraiment une catégorie, un rayon qui a du poids au niveau du bio. Et du coup, pendant le confinement, eh bien, on a eu une hausse de ce rayon, de la consommation de ce rayon, ce qui a permis, du coup, forcément, vu qu'il y avait une offre bio en crèmerie beaucoup plus, qui était déjà large, d'amplifier ce phénomène de consommation de bio dans la crèmerie bio. Voilà. Et puis, selon les données toutes récentes de IRI par rapport à mai, finalement la crèmerie arrive toujours donc largement en tête des ventes bio, sachant qu'on est sur le rayon, alors c'est pas sur les graphiques, là je vous le dis en off parce que je l'ai lu ce matin, c'est que le rayon vraiment beurre, œuf, lait, il arrive vraiment en tête avec une croissance de plus 12 points en mai. Et aussi, fait remarquable, c'est que le fromage libre-service, il augmente quand même en bio de plus 20%, même s'il représente encore un chiffre d'affaires faible. Voilà. Donc, forte dynamique de la crèmerie bio, et je dirais que c'est un peu la machine qui tire aussi le développement du bio en GMS, en magasin spécialisé. Voilà, pour finir, c'est ma dernière slide, c'est les chiffres de l'agence bio qui ont été sortis il n'y a pas très longtemps, qui montrent que près de 7 Français sur 10 ont acheté des produits bio pendant le confinement. Bon. Mais que surtout, il y a eu 8% qui étaient des nouveaux acheteurs, et particulièrement, on va dire, dans la catégorie socio-professionnelle les plus modestes, avec aussi une volonté de soutenir les producteurs bio et locaux, et notamment dans la tranche 50-64 ans, qui est une tranche qui en général a plus de mal à changer ses habitudes et donc à aller vers du bio. Et du coup, ce qu'il faut regarder, c'est quand même combien de personnes vont finalement rester et consommer bio. On voit qu'il y a quand même plus de 90% des consommateurs bio qui ont mangé bio pendant cette période, qui envisagent de continuer à favoriser les produits bio après le confinement. Donc voilà, à voir comment la tendance évolue par la suite. Voilà, merci pour votre un petit focus du coup, sur le marché bio. Merci beaucoup Bastien. Donc on en a fini des présentations. Il nous reste 5-6 minutes pour les questions. Thibaut, s'il te plaît. Oui, alors au regard de la présentation que vient de nous faire Bastien Boissonnier du Cluster Bio, la question est la suivante. Dans un contexte d'un nombre important d'éleveurs proches de la retraite et des transformations d'élevage laitier vers l'allaitant, les collecteurs n'ont-ils pas peur de manquer de lait bio si les tendances de consommation, comme celles que Bastien vient de nous parler, se maintiennent, excusez-moi. Donc peut-être que Christian Ville, Sébastien Courtois ou Philippe Laurin veulent réagir à cette question. Oui, je veux bien répondre. Oui, le renouvellement des générations, à Biolay, c'est un enjeu très important. On a une pyramide des âges de nos adhérents qui est assez conforme à la pyramide des producteurs agricoles en général. Et donc, rien que pour le renouvellement des générations, on a un besoin de renouvellement important. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours à se développer et à accueillir des nouveaux adhérents. Un petit peu. Après, on constate quand même que, c'est à notre échelle, mais on a des chiffres entre les arrêts d'activité et les reprises en production laitière, on a une assez bonne continuité, c'est-à-dire on a pas mal de reprises en activité laitière de nos adhérents qui arrêtent parce qu'ils arrivent à la retraite. Voilà. Mais on s'inscrit quand même malgré tout, on va dire, dans cette tendance sociétale où on cherche à s'orienter vers des productions moins contraignantes, moins astreignantes. Et du coup, même si on fait peut-être un peu mieux que la production laitière globale, on est quand même très concerné par ce phénomène-là. Et il y a évidemment un enjeu derrière de
de manquer de lait bio, oui, à assez court terme. C'est certain. Ouais, peut-être Sébastien, pour compléter, pour ce qui est de Sodial, les enjeux de l'installation pour nous sont de toute façon, que ce soit pour le conventionnel ou pour le bio, au cœur de la stratégie de la coopérative. On a des aides d'ailleurs assez fortes à l'installation chez nous. Par contre, ce qu'on remarque quand même, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'on a des taux de réinstallation supérieurs en fait dans nos élevages bio que dans nos élevages conventionnels. Donc on a quand même une attirance des jeunes installés, du jeune public à venir sur cette production, et ça je pense que c'est à mettre en avant quand même malgré tout. On a une motivation qui est là aujourd'hui, quoi, et c'est important. Par contre, manquer de lait, je ne sais pas si on en est là aujourd'hui. On est plutôt à vraiment mettre en adéquation nos capacités de valorisation et le lait qui va nous arriver. Pour l'instant, on est plutôt aligné. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une crainte de manquer de lait, même si la question du renouvellement de génération reste au cœur des préoccupations. Philippe, est-ce que vous souhaitez intervenir également? Moi, j'ai pas de problématique particulière pour l'instant, puisqu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est acheteur de lait, on cherche beaucoup plus à positionner les produits, et si vraiment on manque de lait, c'est que le marché bio sera encore en pleine progression, et que je pense que d'autres problèmes se poseront avant. Donc on en est là aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même problématique que celle de Biolay et de Sodial. Ok. Moi, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Mis à part une petite question peut-être qui est propre plus à Sodial et qui n'a pas pu être posée tout à l'heure, du coup j'en profite. Est-ce que Sébastien, la question était où en est le projet de Nutribio à Montauban? Ah, c'est une question très, très spécifique, ça. Alors, je sais pas, ça, c'est des questions qu'on répond sans problème dans nos réunions de producteurs. Bon, au niveau de l'investissement, en fait, on a terminé la dernière phase d'investissement, et donc du coup, là, on va pouvoir emboîter directement notre poudre infantile sur le site. Et il nous reste un certain nombre de validations après, derrière, à finir d'obtenir pour pouvoir vraiment lancer la production, quoi. Donc voilà, Ok. ça avance. Bon, j'ai pas d'autres questions, Fabien, donc je te laisse la main. Eh ben, écoutez, il me reste juste à vous remercier de vos différentes interventions à tous, de remercier ceux qui nous ont suivis, et puis on a remis la diapositive, dire que la présentation est disponible sur demande sans problème, et que quand le replay sera disponible, on le mettra aussi en ligne et à disposition. Donc j'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est vraiment merci pour la transparence et des différentes présentations. Donc on peut, si vous